Voilà, donc on commence par le premier problème. Il nous demande de calculer la somme suivante, d'accord? 1 sur n au carré. En fait, c'est une somme de Riemann convergente, parce que le alpha égale à 2, supérieur strictement à 1, et avoir son développement asymptotique. Ok, donc le but de l'exercice est de calculer la somme et de donner un développement asymptotique de la somme partielle Sn. Ok, donc soit alpha supérieur strictement à 1 et k supérieur ou égal à 2. Donc il nous demande de démontrer que l'intégrale suivante de k plus 1 de 1 sur t à la puissance alpha inférieur ou égal à l'intégrale. Okay. Oui, donc il nous demande, comme je vous ai dit, de montrer cette inégalité. D'accord? Ok, donc en regardant quelques essais, donc là on pose f de t égale à 1 sur t à la puissance alpha, avec alpha supérieur strictement à 1. Donc là, c'est quoi le t d'abord? Donc tu dois fixer le t. Donc, par exemple, t où? C'est où le t? 1 supérieur ou égal à 1. Donc là, tu dois fixer le t, d'accord? Donc, quel que soit t supérieur ou égal à 1, on pose f de t égale. Voilà. F est positive, décroissant sur 1 plus l'infini. D'après le théorème de comparaison série intégrale, oui, vous avez f de k, elle est supérieure à l'intégrale suivante, oui, et inférieure ou égale à l'intégrale suivante. Ok. Et donc f de... Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? C'est plus. Oui, je crois que c'est plus. Ah oui, c'est plus. Oui. Oui, puisque la fonction elle est décroissante, donc son maximum elle est atteint en f de k. D'accord? Et là, vous avez f de k, elle est inférieure ou égale à f de t. D'accord? Voilà, et puis on intègre entre k et k-1. D'accord? Je parle sur ça. Donc l'intégrale de dt sur... Oui, c'est juste. Donc là, de k-1 à k. Oui, c'est juste. D'abord, il s'agit juste de fixer le k. D'accord? Il s'agit de fixer le k. Donc, soit k supérieur ou égal à 2, on a ici. K supérieur ou égal à 2. On a ça. Donc voilà, donc les autres étapes sont tous justes. C'est bon, donc tout le monde est d'accord. Si quelqu'un a donc un problème dans un passage, peut m'interrompre, d'accord, pour voir ensemble comment. Ok, donc ça c'est pour la première question, d'accord. La deuxième question, donc là on déduit que la somme de k supérieur ou égal à 1 de 1 sur k alpha, elle est équivalente à ça. Donc regardons ce qu'il a fait votre camarade. Donc l'intégrale de n, oui, hein, de n à plus l'infini. Comment de n à plus l'infini? Tu vas directement passer à ça. Non. Tu dois sommer d'abord. D'accord? Ici, tu dois sommer. D'accord? Pour avoir une expression. Cette expression-là. D'accord? Oui. Monsieur, si on utilise directement l'encadrement du reste.
Ah, directement, non, c'est l'objectif du poseur de problème d'avoir l'encadrement du reste. D'accord? Donc, c'est une finalité pour nous. Ok. Donc là, donc, ce que vous devez faire, donc, soit n supérieur ou égal à 2, et ensemble. D'accord? Donc là, on a déjà l'intégrale suivante est convergente. D'accord? Donc, cette intégrale-là est convergente ou bien tu sommes directement, de k varie de n, d'accord, à un certain m, d'accord, de l'intégrale de 1 sur t d de t, à puissance alpha, entre k et k plus 1. Ça, elle est inférieure, donc soit n et m, donc là aussi m supérieur ou égal à 2. Donc je somme aussi là, donc c'est la somme de n à m, 1 sur k à la puissance alpha, inférieur ou égal à la somme de n à m de 1 sur de 1 sur de l'intégrale de k moins 1 à k. Ok, d de t 1 sur t à la puissance. C'est bon. Voilà, donc une fois que tu sommes, donc via la relation de Schall, donc on trouve que donc on a donc la somme c'est la même, d'accord. En fait, ça c'est la somme de l'intégrale, donc c'est l'intégrale de n à m plus 1 sur t à la puissance alpha d de t inférieur ou égal. Donc la somme, l'autre somme, donc c'est la somme de k de n à m de 1 sur k alpha. Ok. Et la somme, l'autre somme, c'est l'intégrale aussi. Donc l'intégrale de n moins 1 à m, 1 sur t à la puissance alpha d de t. D'accord. Or, alpha supérieur strictement à 1, c'est ça? Ils ont dit, voilà, c'est ça. Donc les intégrales suivantes existent. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha d de t converge, et la somme aussi de 1 sur k à la puissance alpha est convergente. D'accord? Donc ça, c'est une intégrale de Riemann convergente. Et là, c'est une série de Riemann convergents. Ça, c'est le cours. D'accord? Riemann convergent. D'accord. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a ça, donc on peut passer à la limite, d'accord? En faisant tendre m à plus l'infini. Donc, comme vous remarquez, vous avez deux screens, d'accord? Deux écrans, une qui contient la caméra et l'autre non. Vous pouvez choisir l'écran que vous voulez, donc l'écran qui est plus clair pour suivre avec moi. Et si vous remarquez une interruption de connexion ou bon, l'image est floue, vous pouvez me signaler ça pour régler le problème.
Ok, donc on a dit maintenant on faisant tendre le m à l'infini, donc parce que ces deux séries sont, ces deux quantités sont convergentes, d'accord? Donc, donc ça, il justifie l'existence des termes qui sont là, d'accord? Donc, par exemple, si alpha, par exemple, est inférieur à A, donc ça diverge. Et vous comparez l'infini avec quelque chose. C'est comme si vous écrivez plus l'infini inférieur à quelque chose. Donc ça, ce n'est pas juste, d'accord? Donc on obtient là, on obtient, normalement, on va obtenir étoile. Et étoile, c'est la quantité avec laquelle a commencé, ou bien l'expression avec laquelle a commencé votre camarade. Ok. Maintenant, il veut donc calculer ça. Donc, elle a intégré, donc c'est la limite, ok, de t. Alors, donc ça, il a remplacé moins. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le n. Ah oui, le n. Ok, moins n à la puissance 1 moins alpha, ok. Et comme alpha supérieur à 1, donc 1 moins alpha elle est inférieur à 0. Et donc la limite de ça, c'est d'abord il doit fixer le a, soit a supérieur strictement à 0. D'accord? Donc là, en faisant tendre le a à l'infini, d'accord? Quand ici, quand a tendre vers plus l'infini, vous avez ça envers 0. Très bien. Ok. Et du coup, il y aura moins n à la puissance. Oui, ah oui. Donc il a interverti ici. Donc c'était moins ça, mais vous avez 1 moins alpha dans les dénominateurs, donc il devient alpha moins 1. Ok, ok, c'est juste, très bien. Pour c'est quoi? C'est pour x égale à n. Ah, elle a intégré de x à a. Hmm. Vous pouvez dès le départ intégrer de n à a. C'est pas grave, d'accord? De n à a, c'est pas un problème. Ici c'est n, ainsi de suite. Donc là, 100. Ah oui, vous voulez dire que je vais changer, donc. Ah oui, oui, j'ai compris ce que tu as fait. Vous voulez dire que je vais changer. Parfois, je vais prendre x égale à n, et parfois, je vais prendre x égale à n moins 1. D'accord. Donc là, lorsque x égale à n, c'est 1 sur alpha moins 1, n à la puissance alpha moins 1, ok. Et l'autre, c'est 1 sur, on a n moins 1. Alors, oui, c'est juste. Ok. Donc, vous avez la somme, elle est comprise entre ces deux quantités. Or, 1 sur alpha moins 1, n moins 1 à la puissance alpha moins 1, oui, ce qu'il a fait là, égale normalement alpha moins cette expression sur cette expression. Normalement, il doit écrire comme ça. Or, ça, divisé par ça, d'accord? Donc, sur ça, égale. Donc, ça donne n à la puissance, voilà. Vous avez une disparition de alpha moins 1. Donc, c'est n sur n moins 1 puissance alpha moins 1. Oui, comme ça tend vers 1. Ok, donc la limite c'est 1. Donc ces deux éléments sont équivalents. Ça, il est équivalent à ça. Ok, et d'après théorème de gendarme ou d'encadrement, d'accord, vous avez la somme de k égale à n à l'infini équivalente à ça. Mais c'est juste. Très bien. Ok. Oui. Maintenant c'est juste. Oui. Tout à fait juste. Vous voyez? Donc maintenant on passe à... J'espère que les choses soient claires pour tout le monde. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok.
Donc on passe maintenant à la deuxième question. Il nous a dit de déduire. Bon, voilà, la deuxième question, soit f une fonction de classe C1 sur 0 pi, démontrer que l'intégrale de 0 à pi de ça tend vers 0. En fait, c'est le lemme de Riemann Lebesgue. Voilà, donc il dit si vous avez un intervalle i, f une fonction intégrable, d'accord, sur i, alors l'intégrale de f de t cos nt égale à 0, la limite, lorsqu'elle a infini, plus infini ou bien moins l'infini, d'accord. Voilà, donc aussi celle-là égale à 0. Votre fonction, elle est continue, d'accord, sur un segment, d'accord, donc elle est intégrable, donc f, c'est une fonction continue sur 0 pi, donc elle est intégrable. Ok, donc là, cela me permet de démontrer la décroissance vers 0 des coefficients de Fourier. Il est particulièrement facile à prouver si f est de classe C1 sur AB. Il suffit de réaliser une intégration par partie. Et plus généralement, sous les mêmes hypothèses, la limite suivante de f de t exponentielle moins xt de t égale à 0. Ok, donc là, vous pouvez faire une intégration par partie, d'accord. Oui, donc l'intégration par partie, c'est donc la fonction que vous avez est déjà de classe C1, f est de classe C1 sur 0 pi, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la fonction, l'autre fonction c'est t qui est associé 0 pi également, qui est associé sinus 2n plus 1 de t sur, je crois sur 2, 2n plus 1 t sur 2, oui. Et de classe C1 aussi. Pourquoi je dis ça? Pour appliquer l'intégration par partie. Donc une intégration par partie permet d'avoir donc l'intégrale 0 pi sinus 2n plus 1 de t sur 2 f de t. Donc là on a dit, donc pour montrer que ça tend vers 0, on doit, lorsque n tend vers l'infini, on doit mettre le n à, le paramètre n dans le dénominateur. Et donc ça donne f, donc je dois alors prendre c'est quoi u, c'est quoi v, ça c'est u, et ça c'est v'. Ah oui, donc v', et du coup je dois parler sur v, d'accord, qui est de classe R. Donc je modifie ça, donc c'était 2 sur 2n plus 1, c'est-à-dire c'est la primitive de ça, une primitive de ça, d'accord. Et là, au lieu de sinus, vous aurez moins cosinus, d'accord, moins cos, cette fonction. Parce que je vais, je travaille avec sa dérivée, d'accord. La fonction v, c'est sa dérivée, ici. Ok, donc vous avez les primitives entre eux, f de t sinus, cosinus, 2n plus 1 sur 2 t. Et là, vous avez moins 2 sur 2n plus 1. Et ça, entre 0 et pi. Moins, donc moins avec le moins, c'est plus 2 sur 2n plus 1. Alors, c'est de l'intégrale entre 0 et pi.
f' de t. Et l'autre, c'est v de t, c'est-à-dire cosinus de n plus 1 sur 2. Ok. Maintenant, lorsque je remplace ici, d'accord, ça c'est un entier impair. Donc, cosinus, donc là, sur 2. Donc, un entier impair à la sur 2. Donc, ça, ce n'est pas un entier. D'accord. Donc là, vous aurez cosinus, par exemple, S pi sur 2. D'accord. Avec S, c'est un entier. Et le cosinus de ça, c'est 0. D'accord. Moins, c'est-à-dire moins, donc là, vous aurez moins avec le moins, c'est plus, c'est 2, n plus 1, f de 0. Plus, ici, donc je recopie ça. Bon, ça, il reste la même. Ok. Et même, je peux, moi, je veux montrer que ça tend vers 0. Ça revient à montrer que sa valeur absolue tend vers 0. Alors, la valeur absolue de ce truc-là, ok, donc elle est inférieure ou égale à 2, valeur absolue de f de 0, sur 2n plus 1, plus 2 sur 2n plus 1, valeur absolue de ça. Donc ça, je le majore par 1, et donc ça donne 0 à pi f' de t d de t. Comme la fonction, comme f est de classe C1, donc f' est continu sur 0 pi. D'accord? Et donc, tu peux même majorer par son maximum. D'accord? Donc, on note, ou bien on note par exemple, on vient juste de dire cette quantité existe, tout simplement. D'accord? Donc, on note par exemple m, c'est le maximum de f' de t appartient à 0 pi. D'accord? Donc, le maximum, donc là, vous aurez qui est un réel. Toute fonction continue sur un segment est bornée à atteindre ses bornes. C'est ça ce que j'ai utilisé. Donc là, c'est m fois pi. D'accord. Donc là, en faisant tendre n à l'infini, on obtient que cette quantité-là tend vers 0. Par suite, la limite de cette quantité-là à l'intérieur égale à 0. Quand je le note en rouge, soit n ici, donc supérieur ou égal à 1, et on continue notre travail tranquille. Ok, très très bien. Donc on passe maintenant à la question 3. Ok, donc dans la question 3, on pose à n égale à ça. Vérifiez que pour tout t entre 0 et pi, on a cette expression. Ok, donc regardons une idée.
Donc votre camarade, donc ce qu'il a fait, donc il a fait le produit de sinus t sur 2, à cette expression, d'accord? Elle a fait le produit, d'accord? Ou bien 2, on fait 2 sinus pi sur 2, donc ça équivaut à dire à 2 sinus t sur 2, facteur de an de t, égale à sinus. Elle veut démontrer que ça égale à sinus 2n plus 1 de t sur 2. Ok. Donc, ce qu'il a fait, donc il a multiplié, il a simplifié, donc il a eu sinus t sur 2 plus 2 sinus t sur 2 fois la somme. D'accord? Ok, et donc c'est la somme. Oui, ça c'est juste. Et donc c'est la somme de k de 1 à 1 de 2 sinus t sur 2 cosinus kt. Donc elle a utilisé les règles trigonométriques que je vous recommande à connaître, d'accord? C'est le sinus x plus y, d'accord? Le sinus x moins y, donc le sinus il ne change pas de signe, d'accord? Donc là le signe que vous avez à l'intérieur c'est le signe ici. Alors sinus x plus y moins sinus x moins y, c'est 2 cosinus x sinus y. Après, donc 2 sinus t sur 2 cosinus kt va être remplacé par sinus, bien sûr je parle de la somme de 1 ici, de 1 à n. Donc sinus k, normalement il doit écrire ici kt, il a oublié t, c'est kt, et l'autre donc kt moins t sur 2, moins, ah oui, moins t sur 2, c'est juste. Et ça c'est plus t sur 2. Ok, donc c'est exactement k plus 1 demi, facteur de t, moins k moins 1 demi, facteur de t. Ok. Et là, c'est une somme télescopique. D'accord? Parce que ça, c'est cet élément, c'est exactement cet élément plus 1. Ça, c'est alpha. Ça, c'est alpha moins 1. Ok? Donc, je parle sur l'indice. Ici, l'indice. Ok? D'accord. Donc, elle a trouvé sinus 1 demi plus n fois t. Donc, c'est le dernier terme. N plus 1 demi fois t. Moi, le premier terme, c'est lorsque je remplace par 1. Donc, sinus t sur 2. Oui, c'est juste. Là, remplacer le k par 1. Et donc, an égale à... avant de faire ça, donc tu dois fixer le n. Ok. Donc an, c'est 1 demi plus... Alors, c'est quoi? C'est où? 1 demi. Ah oui, donc elle a divisé tout ça par 2 sinus t sur 2. Oui. Donc on divise tout ça par ça. Donc vous avez déjà ici... oui, donc vous avez ça. Et donc lorsque vous divisez par 2 sinus t sur 2, on a une simplification. On aura 1 demi. Donc c'est ça ce qu'il a fait. Plus ça divisé par 2 sinus t sur 2. Ok. Et ça c'est... c'est sinus 2n pi sur 2 sur 2. Et on a... oui, moins 1 demi, d'accord? Donc elle a juste simplifié. Donc ça avec ça, ça donne moins 1 demi. Avec le 1 demi, ça donne cette expression. D'accord?
Je crois que les choses sont claires pour tout le monde. D'accord? S'il y a bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, c'est juste ça. Donc j'ai regardé une autre rédaction. On analyse aussi. Donc là, n supérieur ou égal à 1. AN, c'est 1 sur 2 plus sigma de cos kt. Donc, votre camarade ici, il a fait, ou bien il a utilisé le fait que cosinus kt, c'est exactement l'exponentielle de ikt plus l'exponentielle de moins ikt sur 2. Ok. Ok, donc il a factorisé par 1 demi. Et puis, il a calculé ça. Donc ça, c'est la somme partielle ou bien la somme d'une suite géométrique. D'accord? N'oubliez pas le premier terme, c'est l'exponentielle de it. D'accord? De it, le premier terme. Fois 1 moins l'exponentielle de it à la puissance n sur, c'est le nombre de termes, n moins 1 plus 1, sur 1 moins l'exponentielle de it. Ça, c'est juste. Pareil ici. Après, elle a, alors, oui, elle a passé l'exponentielle de it au dénominateur, exponentielle moins it moins 1. Ici, la même chose. Rien à faire ici, c'est la même expression. Donc c'est 1 demi, 1 plus elle a mis tout ça dans le même dénominateur. D'accord? C'est l'exponentielle de, c'est 1 moins l'exponentielle de moins it. D'accord? Après simplification, elle a eu ça. L'exponentielle de it à la puissance n moins l'exponentielle de moins it à la puissance n plus 1 sur ça. D'accord? Pour la formule de l'arc moitié. Donc on a fait Il l'exponentielle. simplifie pour faire l'arc de... Par quoi tu as simplifié? Vous avez l'exponentielle de it à la puissance n moins l'exponentielle moins i t n plus 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins it. Oui? Par quoi tu as simplifié? J'ai fait 1 sur exponentielle et puissance 1 plus 1 pour faire le même dénominateur. 1 sur l'exponentielle de i It puissance n plus 1. C'est ça? oui. Donc là, c'est donc c'est l'exponentielle de i it int, d'accord, plus c'est 2n, d'accord, c'est 2n plus 1 t, comme ça, d'accord, Oui. moins 1, Moins. oui, sur 1 moins l'exponentielle de moins it, n'est-ce pas? Oui, après. Puis je factorisé par exponentielle 2n plus 1 sur 2. Ah oui, donc tu as utilisé l'arc oui. moitié. Oui, donc, ok, donc c'est l'exponentielle de 2n plus 1 sur 2, bien sûr it, sur ça, facteur de l'exponentielle de it 2n plus 1 sur 2, moins, donc c'est le moins de ça, l'exponentielle de moins i t 2n plus 1 sur 2. Sur, tu vas utiliser aussi l'arc moitié ici, donc, et je dois encore simplifier ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc ça donne 2i sinus 2n plus 1 sur 2, t. Et
au dénominateur 2i sinus. C'est sûr. Très bien, 1 t sur 2. Ah oui, oui, 2i. bien sûr. Ah oui, c'est 7 t sur 2. Très bien. Ok, donc je simplifie encore par ça, et par ça, et je crois que c'est exactement, oui, c'est exactement ça. Ok, c'est juste. Oui, donc déterminer deux réels A et B, tels que pour chacun n supérieur ou égal à 1, vous avez ça. Oui. Comment peut-on trouver ces deux réels? Avez-vous une idée? Comment je peux procéder? Bon, ce que j'ai vu dans les copies de votre camarade, ils ont fait une intégration par partie, d'accord? 2 fois. Donc, je vais faire ça. Donc, les fonctions mises en jeu, c'est... Donc là, je vais prendre ça, c'est U', et ça, c'est V, d'accord? Et donc là, je travaille avec la primitive, donc T entre 0 et pi, qui est associé sinus nt sur 2 sur n, et l'autre fonction c'est t 0 pi, c'est v, c'est at carré plus bt, pas nécessaire les parenthèses, sont de classe C2, classe C2, d'accord, dans le but d'avoir les paramètres A et B, d'accord, sur, ou bien de calculer cette intégrale pour avoir les paramètres. Donc une intégration par partie conduit à aboutir, donc l'intégrale de 0 pi donc sinus nt sur n fois la primitive c'est at carré plus bt, ok, et donc ça entre 0 et pi moins moins l'intégrale, d'accord, 2a comme ça. Ok. Après, je remplace. Lorsque je remplace par pi, j'aurai sinus n pi, c'est 0. Moins sinus 0, c'est 0. Donc, du coup, là, ça, c'est nul. D'accord? Donc, il ne me reste qu'à cette expression. Donc, avec un signe moins. Alors, donc je refais une intégration par partie encore une fois. D'accord? Avec cette fonction. Donc là, c'est moins les primitives. Donc là, je le pose. Donc ça, je le pose U. Et ça, je le pose V'. J'ai déjà 1 sur n, je le fais sortir. 1 sur n, facteur. Donc les primitives entre eux, c'est moins cos n t sur n fois 2a t plus b entre 0 et pi. Moins, alors moins l'intégrale, donc c'est plus 0 à pi, donc cosinus nt sur n. Voilà, la dérivée de ça, c'est 2a. D'accord?
Moins 2A. D de T. D'accord. Ok, donc là, je calcule ça. Donc si je remplace par pi, cosinus npi, c'est quoi cosinus npi? Le moins avec le moins va donner plus, donc c'est 1 sur n carré. Donc cosinus npi c'est moins 1 à la puissance n fois 2a pi plus b. Ok, puis je remplace par 0 moins, alors par 0 donc c'est moins b. D'accord, plus 2, donc là c'est moins 2a sur n au carré, et l'intégrale suivante c'est sinus npi sur n entre nt entre 0 et pi. D'accord, intégrale de cosinus. Je remplace ici sinus npi c'est 0, ça c'est 0, et donc là c'est 0. Ok, et du coup j'aurai 1 sur n au carré, d'accord, facteur de moins 1 à la puissance n, 2a pi plus b moins b. Oui, c'est exactement ça. Ok, une fois qu'on a pris ça, donc on a ça égal à 1 sur n au carré. Donc ça, on doit, on a juste calculé ça. Donc maintenant, on va dire, donc, ça égale à 1 sur n au carré, équivaut à dire que cette expression est égale à 1 sur n au carré. Il suffit de prendre... Oui, il suffit de prendre b égale à moins 1 et ça égale à 0. Et 2a plus 2a pi plus b égale à 0. Ok, ça revient à dire, c'est-à-dire b égale à moins 1 et a égale à, alors c'est moins b sur 2 pi. Mais b déjà il est fixé. Ok, donc c'est moins 1, donc c'est 1 sur 2 pi. Oui, donc là, on a pour chaque n, d'après la question 4, pour chaque n supérieur ou égal à 1, pi carré sur 6, ou bien Sn, j'aurais besoin de l'expression de Sn. Sn égale à pi carré sur 6 plus l'intégrale de 0 à pi at carré plus bt fois an. Voilà, an de t. D de t. Donc ça me donne pi carré sur 6 plus l'intégrale de 0 à pi, donc an je l'ai remplacé, a t carré plus b de t dt. Alors, donc on a déjà montré que la limite suivante c'est 0, mais je dois prendre une fonction entre 0 qui est de classe C1 sur 0 pi. D'accord, f de classe C1 sur 0 pi. Alors, là, la fonction que je dois prendre, c'est clair, c'est cette fonction-là, avec, donc, est de classe C1 sur 0 pi.
Et on a un problème en 0. Je calcule la limite en 0 plus de ça. Mais je vois bien que vous avez un t ici. Est-ce que vous avez une idée comment je peux calculer cette limite? Avant de la calculer moi-même. Allez-y. نفكتوريزو بتي وبجوج. Oui, exactement. Donc c'est AT plus B sur sinus T demi sur T demi. D'accord? La limite de ça, lorsque t tend vers 0, c'est 1. D'accord? Et la limite de ça, c'est B. Lorsque t tend vers 0. Et donc, B sur 1, c'est B. La limite de t tend vers 0 plus de f' de t. Donc, je dois calculer cette dérivée-là, f'. Vous pouvez m'interroger, je suis là pour vous répondre. Ok. Et donc la limite de f' de t, c'est exactement 1, lorsque t tend vers 0 plus. Ok. Donc d'après le théorème de prolongement de classe C1, de prolongement de classe C1, la fonction f que vous avez est de classe C1 sur 0 pi. D'accord? D'abord, c'était, juste pour bien comprendre, c'était une fonction qui est de classe C1 sur 0 pi. 0 n'est pas inclus. Il devient entre 0 et pi. D'accord? Le 0, il est inclus. Ce qui est passé, c'est que vous avez une fonction qui n'est pas définie. D'accord? F n'est pas définie en 0. Donc, c'était de classe C1 sur 0 pi. Lorsqu'on a calculé sa limite, d'accord, passage de la limite, lorsque de f de t égale à b, ça nous permettra à prolonger cette fonction. D'accord? Donc ça donne que f admet un prolongement par continuité. Non, par continuité. D'accord? Voilà, sur 0 pi. Ce prolongement-là, notez f tilde. Je note un prolongement f par continuité sur 0 pi. F tilde. F tilde est défini de 0 pi. Donc, il va prendre la valeur de f de t si t qui va prendre cette valeur, cette expression, si vous rappelez ça f, ok. Bon, qui va donner cette expression. Si t appartient à 0 pi. 0 il est exclu. D'accord? Et si t égale à 0, ce prolongement, donc c'est b. Une fois qu'on a prolongé ça, donc vous avez f tilde, une fonction, et continue. Maintenant, d'accord? Après cette étape, on a passé à une autre étape. F tilde, c'est une fonction continue. Je vous raconte ce qui est caché derrière. Donc, sur 0 pi et de classe C1 sur 0 pi. Nous, on veut
que cette fonction soit de classe 1 sur 0pi avec le 0 inclus. Ce que je dois alors faire, je dois calculer la limite de f' de t. D'accord? Lorsque t tend vers 0 plus. Donc, il m'a donné b, donc il existe. Le plus important, c'est qu'elle soit existe. D'accord? Ok, donc ça nous permet de dire, d'après théorème de prolongement de la dérivée, ou bien d'une fonction de classe C1, d'accord? De dire que f est de classe f tilde. Je parle sur f tilde. Donc là, c'est la limite de f' de t. Ça donne que f tilde est de classe 1 sur 0pi. Ok? Et c'est tout. D'accord? C'est ça ce qu'on a fait. C'est ça la démarche. Et ça, on a utilisé le théorème de prolongement de classe C1. Ok, s'il vous demande prolongement de classe C2, vous rajoutez une autre étape, c'est de calculer la limite lorsque donc t tend vers 0 plus de f seconde, d'accord, 2 fois. Et ainsi de suite, d'accord. 4, vous calculez f', f2, f3 et f4. Tous ces limites doivent être et existent. D'accord? S'il existe, c'est bien. D'accord? Vous avez le prolongement. Et ce prolongement de classe 1, c'est exactement le prolongement par continuité. D'accord? Ok, donc ça c'est la route, ou bien le chemin avec lequel on a travaillé. Bien sûr, on a passé par le développement limité, vous voyez. Bon, on n'a pas encore fini. Donc là, on déduire de la question précédente. Donc là, vous avez une fonction, cette fonction-là. Donc elle est de classe C1 sur 0pi, d'accord? Donc je continue là. La fonction f est de classe C1 sur 0pi à valeur réelle. Donc d'après donc d'après la question 3, vous avez la limite de l'intégrale de 0 à pi de sinus de n plus 1 de t sur 2 a t carré plus bt d de t égale à 0. D'accord? Parce que n tend vers plus l'infini. Sn c'est pi carré sur 6 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est quoi Sn moins pi carré sur 6? C'est quoi Rn? C'est la somme. Je ne peux pas parler sur Rn si vous n'avez pas la convergence. De 1 plus 1 plus infini de 1 sur k au carré. Et on a déjà l'équivalent de ça, n'est-ce pas? Oui. Et donc, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit auparavant, un égale à équivalente à Vn, ça équivaut à dire que un égale à quoi? Égale à Vn en fonction de petit taux. Petit taux de Vn ou Un. Ou bien un, oui, c'est exactement ça. Donc c'est ça ce que vous devez utiliser pour déduire.
d'où Sn moins pi carré sur 6 égale à 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Et vous transférez pi carré sur 6 vers l'autre côté. Ainsi, Sn moins égale à pi carré plus 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Ok, donc on note lorsque cette valeur est définie la fonction suivante, l'intégrale de x à plus l'infini exponentielle moins t sur t dt. Montrez que f de x existe pour tout x positif. Je crois. Oui. Ouais. Oui. Ok. Oui, monsieur. Donc là, donc on doit dire que la fonction. D'abord, on fixe le x qui est positif. On dit que la fonction x à plus l'infini, l'exponentielle moins t sur t est continue. Pour assurer sa intégrabilité sur chaque segment, continue sur x plus l'infini. Parce qu'il y a une méthode pour justifier l'existence. Bon, vous pouvez dire par exemple l'exponentielle de moins t sur t. Déjà la fonction elle est positive, d'accord? Donc j'ai l'accès au théorème de comparaison, donc continue est positive sur x plus l'infini. Donc là, je peux majorer cette fonction par quelque chose qui va converger. D'accord? Alors j'ai le choix, soit avoir l'exponentielle de moins x, d'accord, sur t, soit l'exponentielle moins t sur x. D'accord? Et donc là, je regarde que ça, elle diverge. L'intégrale de ça, c'est plus l'infini. N'est-ce pas? Ok, et donc je dois remplacer par cette fonction-là. Je dois majorer en fait par cette fonction, l'exponentielle moins t sur x. Donc ça c'est l'exponentielle moins t sur x. Or, c'est dû à la décroissance de l'exponentielle, de 1 sur t, d'accord? Or, l'intégrale de l'exponentielle moins t entre x et plus l'infini, c'est ça. X plus infini. C'est la limite de a tend vers plus infini de l'exponentielle de moins t. A. D'accord? Ce qui donne la limite lorsque a tend vers plus l'infini, moins l'exponentielle moins a, plus l'exponentielle de moins x. Ok? Et la limite suivante, ça donne l'exponentielle de moins x. D'accord? Et donc là, ça est convergente. Donc, l'intégrale de x à plus l'infini convergente. Par suite, d'après les critères de comparaison des fonctions positives, fonction positive. Donc vous avez l'intégrale suivante, exponentielle moins t sur t converge. Ok, ça c'est la méthode 1. La méthode 2, c'est d'utiliser petit o par exemple. Je peux pas travailler avec l'équivalent parce que je n'ai pas un équivalent simple de ça. Donc tu multiplies par exemple de... Donc déjà tu peux dire que l'intégrale de x à plus l'infini de l'exponentielle moins t sur t de t converge si seulement si. Donc là vous n'avez pas une intégrale généralisée en x. D'accord? Vous avez une intégrale généralisée au voisinage de l'infini. Donc tu peux prendre n'importe quel voisinage de l'infini
D'accord? Donc, comme ça, par exemple, de 1 à plus l'infini converge, par exemple. Et j'utilise Riemann, d'accord? Donc, je prends n'importe quel voisinage qui va donner la convergence, d'accord, lors de l'intégration. Et là, j'ai utilisé 1 à plus l'infini. Or, t carré fois cette exponentielle-là, d'après les croissances comparées, sa limite c'est 0. Donc, l'exponentielle moins t sur t égale à petit o de 1 sur t au carré au voisinage de l'infini. Ensuite, ou bien, or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt converge. Et d'après les critères de comparaison des fonctions, vous aurez la convergence. Je ne vais pas écrire la même chose. C'est le même argument. Ok, vous avez maintenant 2 arguments pour répondre sur cette question. Ok, donc on passe à la question 2. Montrer que pour 2x supérieur à 0, f de x égale à ça. En fait, c'est juste la relation de qui? De Charles. Oui. Donc c'est la relation de Charles, soit x supérieur à 0. F de x, c'est l'intégrale de x à l'infini moins t sur t. Relation de Charles dans l'intégrale de x à 1 plus l'intégrale de 1 à plus l'infini 1 de exponentielle moins t sur t de t. Et ça, c'est f de 1. D'accord? Et l'autre, c'est x à 1. Attendez, c'est quoi f de 1? Ah oui, c'est juste f de 1. Et l'autre, c'est x à 1, donc c'est l'intégrale. Je recopie la même chose. Soit, on vient montrer que f est de classe C1 sur 0 plus l'infini. Et préciser f' de f. Ou bien f'. Oui, on a trouvé pour chaque x supérieur à 0, f de x égale à l'intégrale, ou bien égale à f de 1 plus l'intégrale de x à 1. Donc, je permute les bords, donc de 1 à x, de l'exponentielle de moins t sur t, dt. Donc, pour dire que cette fonction est de classe 1, la fonction suivante doit être de classe 1. Monsieur, l'exponentielle moins t sur t doit être continue. Exactement, oui. Donc, d'après théorème fondamental de calcul d'intégrale, donc vous aurez là convergence. Donc, la fonction t associée moins t sur t est continue entre 1 et x. Donc, d'après le théorème fondamental de calcul des intégrales, il y a des personnes qui disent le théorème fondamental d'analyse. Ok, donc là, de calcul d'intégrale, ça c'est 1 à x exponentielle moins t sur t dt. Donc f est l'unique
Bien sûr, le x doit être dans 0 plus infini. D'accord. Et l'unique primitive, d'accord, de classe qui s'annule, d'accord, qui s'annule en 1. En 1. D'accord. Et donc, puisque c'est une primitive d'une fonction continue, donc elle est de classe 1. Donc, elle est de classe C1 sur R étoile plus. D'accord, maintenant je dois calculer sa dérivée. Et on a, quel que soit x appartient à 0 plus infini, f' de x, c'est la dérivée de ça, c'est la dérivée 1, c'est moins l'exponentielle. C'est la dérivée de ça. Vous connaissez ça, juste pour savoir. La dérivée de f de t entre u de x et v de x. Lorsque f est continu et u et v sont de classe 1. Vous connaissez la dérivée, non? V' de x fois f de v de x moins u' de x fois f de u de x. F de v de x moins u' de x f de u de x. Ok, bien sûr, u et v sont C1 sur un intervalle, etc. Bon. Donc l'exponentielle moins ça sur x. D'accord. Après, donc une fois que j'ai ça, f' de x égale préciser prime. Donc on passe à la question 4. Si vous n'utilisez pas donc la première idée, c'est d'utiliser ce qui précède. Sinon, tu peux penser à faire quelque chose d'autre que ça. Intégration par partie ou je sais pas. Là, c'est f de 1 plus l'intégrale de x à 1 exponentielle de moins t sur t. Ok, donc là, je calcule alors la limite, donc pour chaque x. Ça c'est f de 1. C'est quoi f de 1? C'est f de 1, donc là c'est f de 1. Vous vous rappelez f? C'est f de 1, oui, de 1 plus l'infini, oui, moins l'intégrale de 1 à x, l'exponentielle moins t sur t de t, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est rien autre que l'intégrale de 1 à plus l'infini, l'exponentielle moins t sur t de t. Et donc, je fais tendre la limite directement. Plus l'infini de ça. Ça donne f de 1 moins la limite suivante lorsque x tend vers l'infini. C'est moins f de 1. Et donc, c'est 0. D'accord? Directement. Ok, on passe à la question 4b. Ça, c'est 4a. 4b. Montrez que pour tout x dans 0, 1, vous avez ça. Ah oui. Là, on doit minorer. Minorer qui? Bien, soit d'abord un x dans 0, 1.
pour chaque t appartiennant à x1, qu'est-ce que vous avez? L'exponentielle de moins t sur t, elle est supérieure ou égale à... par contre, je vais m'ignorer par L'exponentielle moins 1 sur t. exactement exponentielle moins 1 sur t. Ok. Maintenant, j'intègre l'intégrale de x à 1 exponentielle moins. Alors, moins t de t exponentielle moins 1 x à 1 sur t. 2 de t. Et ça donne l'exponentielle de moins 1 ln de x. Non. Moins ln de x. Parce que c'est ln de t entre x et 1. D'accord? C'est l'exponentielle de moins ln de x. Ok? Donc, ce qui justifie bien ce qui est demandé. Ok, on passe à la question C. A, ça c'est B. Et 4C. Donc, on déduire la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. La limite lorsque x tend vers 0 plus ici, c'est plus infini, n'est-ce pas? Et par suite, d'après théorème d'encadrement, n'est-ce pas? Donc, comme la limite de ln de x sur l'exponentielle lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, avec c'est moins. D'accord? Et pour chaque x appartient à 0,1, 0,1, l'exponentielle, vous avez l'inégalité, n'est-ce pas? C'est l'exponentielle, l'intégrale de ça inférieur ou égal à moins ça. Donc d'après le théorème d'encadrement, vous avez la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 à t l'exponentielle moins t sur t de t c'est plus l'infini. Très bien. On passe maintenant à autre chose. Dans la question 5, attendez, donc soit t supérieur à 0, la fonction, tu dois appliquer l'inégalité des accroissements finis sur quel segment? 0,1. Non. Si tu appliques sur 0,1, tu n'auras pas le t ici. 0 t. Oui, c'est 0t. Donc sur 0t, de l'exponentielle de moins x. Ok? Quelles sont les conditions? Cette fonction-là, De classe C1. ok. Elle est de classe C1 sur 0t. Oui, après,
S'il est de classe C1, sa dérivée, elle est majorée par quelque chose. Par quoi je vais majorer la dérivée? Et quel que soit U, par exemple, ou bien X dans 0t, Par par quoi? 1. Ok, oui. Par 1. D'accord. Oui, c'est dû à la décroissance de l'exponentielle moins x. Donc, d'après l'IAF, l'inégalité des accroissements finis, quel que soit t appartient à 0 ou bien, donc IAF, donc appliqué sur l'intervalle, je dois dire l'intervalle, appliqué sur 0t, on a l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1, elle est inférieure ou égale à, le majeur ici c'est 1, fois t moins 0. D'accord, avec le t déjà il est positif, en valeur absolue, d'accord? Donc là c'est 1 fois t moins 0, et donc c'est t, tout simplement. Vous aurez l'inégalité désirée. Ok, donc là, la question B, on déduit que pour chaque x entre 0 et 1, vous avez cette inégalité. Outre l'intégrale. On a l'exponentielle moins t sur t moins 1 sur t inférieur ou égal à 1. Donc, l'intégrale de x à 1 de l'exponentielle moins t de t moins 1 sur t, il est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 1 de ça, qui est à son tour inférieur ou égal à l'intégrale de x à 1, donc c'est de 1 à x, donc c'est 1 moins x. N'est-ce pas? Ok. Mais c'est quoi ça? Oh, l'intégrale. Tu peux même majorer parce qu'ils ont dit l'inférieur à 1 et le x, je l'ai pris positif, donc ça, il est inférieur à 1. D'accord? Or, l'intégrale de x à 1 de l'exponentielle moins t moins 1 sur t de t, c'est ln de t entre x et 1. Et donc, plus ln de x. D'où ça, je le remplace ici par ça. En valeur absolue, elle est inférieure ou égale à 1. Ok. C'est ça ce qui est demandé. Ok, on pourra écrire ln de x sous forme d'une intégrale. Ok. Donc, on déduire f de x équivalente à moins ln de x, lorsque x est au voisinage de 0. Moins t sur t, d de t, plus ln de x. Il est compris entre moins
moins 1 et 1. Ok. Et donc là, donc x à 1 exponentielle moins t de t a moins ln de x. Ici, moins 1 moins ln de x. Mais là, j'ai déjà une expression. Vous m'avez dit ça, et je me rappelle bien que vous avez, je crois, quelque chose f de 1 moins. Il faut intervenir à x à 1. C'est plus ou moins. Ce qu'on a démontré précédemment. Moins. Et plus. De x à 1. De x à 1 de l'exponentielle moins t de t. Alors, donc ça c'est f de 1. Ah, ok. Donc qu'est-ce que je dois faire pour trouver f de x? Donc f de x, elle est inférieure à ou égale à f de 1 plus 1 moins ln de x. Et ici, f de 1 moins 1 moins ln de x. C'est ça. Donc moins, et donc f de x sur moins ln de x, c'est un compris entre donc 1 plus f de 1 moins, bien 1 moins f de 1 sur ln de x. Et si c'est 1 moins f de 1 plus 1 sur ln de x. Ok. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je passe à la limite, d'accord? En faisant tendre x à plus infini. D'accord? Donc, comme vous avez la limite de ça lorsque x tend vers, c'est pas plus infini en fait, c'est au voisinage de 0. Donc, c'est en faisant tendre x en 0 plus. Donc, la limite de ça, c'est 0. Parce que ça, c'est moins l'infini, 1 moins, bon, une constante sur l'infini, donc c'est 0. Et l'autre, f de 1 plus 1 sur ln de x, sa limite c'est aussi 0. D'accord? D'où f de x équivalente, d'accord? Parce que la limite ici c'est 1, d'accord? D'après théorème d'encadrement. D'après le théorème d'encadrement, la limite suivante de f de x sur moins ln de x, ça vaut 1. Ainsi, f de x équivalente à moins ln de x. C'est tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est pour la question C. Et si tu veux faire ça, donc c'est l'intégrale de x à y. Je vais faire tendre le y à l'infini après, d'accord? Donc de x, y, l'exponentielle de moins t sur t carré, d de t. Donc tu veux majorer une
Donc là, c'est comme si je le vois comme l'exponentielle moins t sur t fois t. D'accord? Et je garde une, moins t sur t, et l'autre, donc je le minore par quelque chose. Par quoi alors? Par quoi je vais majorer le t? T il est entre x et y. Donc 1 sur t il est entre 1 sur x et 1 sur... 1 sur x, 1 sur y. Donc là, elle est majorée par 1 sur x, entre x et y. Et déjà, on a ça, elle est majorée par 1. Par quoi? Ça, elle est majorée par sa limite, n'est-ce pas? Donc c'est 1 sur x, de x à plus l'infini, exponentielle moins t, t de t. Alors, si je considère alors la fonction suivante, donc ça c'est juste une organisation de votre idée, d'accord? Tu peux procéder bien sûr autrement. Donc si je prends par exemple g, d'accord, avec y supérieur même ou égal à x, cette fonction-là, c'est une fonction, comment elle est? Sa monotonie. Et comment? C'est quoi sa monotonie? Décroissance. Non. Le terme qui est dedans, il est positif. Lorsque vous élargissez le domaine d'intégration, tu auras quelque chose qui est plus grande, normalement. L'intégrale d'une fonction positive sur ça, et sur un domaine plus grand, par exemple, ici, sur ça, qui prend la valeur plus grande, c'est cette intégrale de x à y. Ce n'est pas de x à a. D'accord? L'intégrale de x à a de f de t, si la fonction est positive, elle est inférieure ou égale de x à y. D'accord? Si f est positif, continu positif, bien sûr. C'est ça ce que j'ai utilisé. Donc ça, c'est une fonction qui est croissante. Et majorée par ça. D'accord? Majorée par 1 sur x, l'intégrale de x, c'est l'infini. Donc, une fonction croissante et majorée admet une limite. Donc, elle est convergente. Donc, la limite de g existe. C'est bon. Et si la limite de g existe, en plus l'infini, donc l'intégrale suivante est convergente, tout simplement. L'intégrale de x à plus l'infini, exponentielle moins t sur t carré, converge. Vous pouvez raisonner autrement, tu multiplies par exemple par t comme on a déjà fait auparavant. Ou ne pas intégrer dès le départ. Tu dis par exemple une fonction elle est inférieure à une autre fonction. D'accord? Si tu intègres dès le départ, tu dois procéder comme ça. Si tu dis que cette fonction, par exemple, exponentielle moins t sur t au carré, d'accord, elle est inférieure ou égale à 1 sur x, l'exponentielle moins t sur t, et l'intégrale de l'exponentielle de moins t sur t de t est convergente. Donc, d'après le critère de comparaison, vous aurez la convergence. Bien sûr, n'oubliez pas le t, il est dans x plus l'infini. D'accord? Donc, ça donne la convergence de l'exponentielle de moins t sur t carré. De x à plus l'infini. Ça converge.
Ok. La démarche 3, c'est de multiplier par t au carré, ainsi de suite. D'accord? De dire, on a déjà traité ça, déjà dit, on a deux méthodes, ainsi de suite. Alors, pour la question B, montrez que pour tout x supérieur à 0, vous avez ça. Si j'oublie t. Déjà, on a ça. N'est-ce pas? Déjà, on a démontré ça. On a pour chaque x, y, ou bien on a g de y, pour chaque y supérieur à 1, à x, g de y, il est inférieur ou égal à 1 sur x, f de x. F de x, c'est l'intégrale de x à plus infini, n'est-ce pas? Si je me rappelle bien. Oui. Ok. Ça, quel que soit y. Donc, par passage à la limite, quand y tend vers plus l'infini, on obtient que l'intégrale de x à plus l'infini, regardez, j'ai fait passer le y à l'infini, d'accord? Donc vous aurez de x à plus l'infini exponentielle moins t sur t carré, il est inférieur à ça. C'est bon. Alors, ce qui répond bien à la question B. Ok, la dernière question, en déduire l'équivalent, ou bien, ah oui, à l'aide d'une intégration par partie. F de x équivalente à ça. C'est l'intégrale de x à plus infini. Question C. De l'exponentielle moins x sur x, d de non, t. Oui, donc pour faire intervenir t au carré, je dois dériver ça et primitiver ça. D'accord? Ça, je le note U', et ça V. Ok? Donc, c'est la primitive, donc exponentielle moins t sur t entre x. Ah oui, je dois pas utiliser, attention, je dois pas utiliser l'intégration par partie sur un domaine comme ça, x à plus infini. Non. Tu dois prendre par exemple soit a supérieur à 0, ou bien ax, d'accord? On a l'intégrale de x à a de l'exponentielle de moins t sur t de t égale. Et je continue comme ça. Moins l'intégrale de x à a. Je dérive. La dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Avec le moins 1, donc c'est plus. L'exponentielle de moins t sur t au carré. Et là, je remplace, c'est l'exponentielle de moins a sur a. Plus l'exponentielle de moins x sur x. Plus l'intégrale de x à a, l'exponentielle de moins t sur t au carré de t. D'accord? Donc là, sous réserve... Monsieur, Oui? on doit avoir moins l'intégrale. Ah, c'est moins. Attendez, oui, tu as raison. Donc le moins, et puisque déjà la primitive contient un moins, ici la primitive avec un moins, et ça c'est moins. Oui, tu as raison. J'ai simplifié ça avec ça et je n'ai pas fait attention au moins. Merci. Donc c'est moins l'intégrale, ici c'est moins aussi. Donc là je vais dire sur réserve de convergence ou comment? Voilà, sous réserve de convergence en faisant tendre.
convergence des fonctions mises en jeu alors on trouve que la limite donc en faisant tendre le A, en faisant tendre le A à l'infini, on obtient que l'intégrale de x à plus infini, l'exponentielle moins t, de t, la limite de ça c'est c'est 0. D'accord? Elle va rester l'exponentielle moins x sur x plus 1 moins l'intégrale moins l'intégrale de x plus infini exponentielle moins t sur t au carré de 2t. Qu'est-ce que je peux dire concernant cette fonction par rapport à f de x en fonction de petit o, grand o, équivalent, ainsi de suite? Par rapport à la fonction f de x, elles sont comment? Elle est comment avec f de x? Regardez bien cette fonction avec f de x. Si je divise par exemple par f de x, bien sûr f de x est positif strictement. Tu divises. Donc ça donne, c'est quoi la limite de ça divisé par ça? Lorsque je divise ça par ça, qu'est-ce que j'aurai sur la limite? 1 sur x. Hein? Oui, c'est la limite de. Donc ça, c'est 1 sur. Elle est inférieure ou égale à 1 sur x et elle est supérieure à 0. N'est-ce pas? Et si je fais tendre le x à l'infini, ça donne 0. la limite, c'est 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire alors concernant cette fonction avec f de x? C'est un petit o de f de x. D'accord? Et je la remplace ici. D'accord? Donc, f de x. Donc, c'est la même règle que qu'on est en train d'utiliser. D'accord? Voilà. Donc là, c'est f de x égale à l'exponentielle de moins x sur x moins petit o de f de x. C'est-à-dire que exponentielle de moins x sur x égale à f de x plus petit o de f de x. Ça, bien sûr, au voisinage de l'infini. Alors, comment elles sont les fonctions? F de t, c'est quoi f de t équivalent à g de t au voisinage de x0? Il existe. Oui. Ou encore, donc tu peux écrire ça comme, ça équivaut à dire que f, c'est la même chose que les suites. C'est f de t égale à g de t plus petit o de g de t. Bien sûr, lorsque t tend vers x0. Ok. D'où l'exponentielle de moins x sur x, elle est équivalente à g de t pour nous, c'est f de x. Fin du problème.